Donc là, je vais parler maintenant de gouvernance, qui est tout simplement la suite du cours de ce matin. Le cours de ce matin était, comme je vous l'ai dit, une tentative de formalisme écologique. Et là, nous allons parler d'une tentative de fonctionnement écologique de cette forme-là. Alors, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'œuvres collectives. Et pour un architecte, l'œuvre, c'est en général une forme, un bâtiment. Mais d'un point de vue écologique, nous ne devons pas seulement parler d'œuvres, et peut-être même pas du tout, mais parler d'action collective, non pas d'œuvres collectives, mais d'action collective. Je ferai référence beaucoup dans ce chapitre à un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, J-O-N-A-S, et notamment son livre de référence qui est le principe responsabilité, dont je vous recommande la lecture, et qui explique assez clairement cette action, enfin la nécessité de cette action collective, nécessité au sens philosophique du terme. Alors je vais repartir pour ce faire, je vais repartir de notre formalisme que j'ai décrit tout à l'heure, et l'expliquer et tenter de lui donner un fonctionnement. Donc je le redécris, c'est en fait un entrelac d'anneaux qui se superposent à une géographie préexistante, et la question c'est comment faire fonctionner les deux, comment faire fonctionner le blanc avec le noir, là, dans ce schéma. Si j'ai fait référence à Jonas, c'est que il parle d'abord de responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il constate que l'homme a acquis un degré d'autonomisation, notamment politique, qui lui permet d'affronter les questions qui finalement il a lui-même créées, notamment la question écologique. Et donc, il parle bien de responsabilité au sens de devoir. D'abord, d'un point de vue d'un devoir salutaire, c'est-à-dire pour se sauver lui-même, sauver sa propre existence, et puis aussi peut-être, de manière plus large, à sauver l'œuvre qu'est la nature, quel que soit ce qu'on peut penser du créateur de cette œuvre-là. C'est une attitude qui finalement qu'on pourrait ranger dans la postmodernité, c'est-à-dire en fait ce qui vient après l'idée simple du progrès pour l'homme et seulement pour l'homme. Et dans cette ère postmoderne, ou ce modernisme tardif, comme certains l'appellent, un des constats les plus souvent faits, c'est que tout le monde est concerné. En fait, la globalisation fait que chacun est concerné. Ça n'est plus une addition d'entités politiques au sens Athènes contre Sparte, c'est l'ensemble de l'humanité est conservé et concerné par ces questions-là. Notamment la question de la gouvernance. Alors vous avez peut-être entendu parler de gouvernance mondiale, et bien entendu d'élections, ça c'est certain, on entend parler tout le temps, surtout dans notre pays. C'est bien la question du fonctionnement, sous-entendu l'homme étant la cause, et maintenant il a la responsabilité d'affronter cette question écologique. Comment va-t-il s'y prendre ? Et comme toujours dans mes cours, après, comment l'architecte, lui, peut participer à cet effort plus général. Dans le formalisme que j'ai montré tout à l'heure, nous avons identifié 3 lieux qui correspondent à 3 échelles aussi différentes. Les anneaux, le plugin 3D et puis les matrices. Et le premier réflexe que nous pourrions avoir,
c'est, comme nous avons parlé d'écologie au pluriel et non pas d'écologie au singulier, c'est de parler de gouvernance au pluriel et non pas de gouvernance au singulier. Ça évite un écueil qui est de s'interroger sur une gouvernance mondiale ou même continentale, l'Europe par exemple, ou alors de renvoyer l'écologie à une échelle locale, ultra-localisée, qui semble impossible, étant donné l'interconnexion qu'il y a entre tous ces éléments constituant la biosphère. Donc, nous pouvons assez facilement penser que s'il y a des écologies, il y a donc des gouvernances différentes. Et pour nous, notre tentative va être de montrer si et comment elles peuvent être complémentaires. Reprenons ce formalisme donc des trois échelles ou des trois lieux. Je vais tenter de parler de ce qu'on peut imaginer comme gouvernance satisfaisante pour ces trois lieux et voir si elles peuvent être complémentaires et faire fonctionner ensemble ou en tout cas permettre de mieux comprendre ensemble les enjeux de l'écologie à l'échelle de l'urbanisme, à l'échelle urbaine et à l'échelle architecturale. Je termine cette petite introduction en disant que vous savez qu'en termes de gouvernance, les gouvernances peuvent s'appuyer sur des principes tout à fait différents, des principes politiques, des principes de droit, des principes même éthiques, assez différents, bien entendu. Le plus connu étant la différence entre une démocratie et une dictature. Bon, voilà, c'est au niveau du lycée. Mais plus finement, nous pouvons avoir des gouvernances planifiées, essentiellement planifiées, fondées sur la concertation, sur l'incitation, encourageant la spontanéité ou la prise d'initiative. Voilà, il y a tout un tas de gouvernances possibles et inimaginables que nous pouvons envisager. Alors, essayons déjà de voir à grande échelle quel type de gouvernance peut être envisagé. Je dois dire que le fait d'avoir divisé l'espace en trois échelles ou trois lieux différents pourrait renvoyer à un schéma de gouvernance assez classique qui est celui-là, qui est un schéma qui rend compte de nos sociétés contemporaines en termes de gouvernance, un jeu à trois acteurs principalement, les experts, les citoyens et les politiques. Alors ce que nous entendons par politique, ça c'est facile, hein, ce sont les élus. Dans une démocratie, ce sont les élus. Là, je me situe uniquement dans le cadre de la démocratie. Hein. Les élus, les citoyens, c'est pas difficile à comprendre non plus. Les experts, c'est un petit peu plus difficile. Sommes-nous, nous, ici, des experts? Normalement, oui. Je suis supposé être un expert et vous des apprentis experts, si je puis dire. Quoique, les étudiants peuvent être considérés comme des experts. J'ai à l'heure actuelle un programme d'études pour une commune du Grand Paris avec des étudiants de l'école de Versailles, mais aussi en collaboration avec une école de commerce, une école d'études de sciences politiques et une université scientifique. Cela pour bien rendre compte de la multidisciplinarité des questions de développement urbain qui sont posées. Et notamment, je fais référence à cette école d'institut, d'études de sciences politiques, pour montrer que la question de la gouvernance, c'est bien une question que, en tant qu'architecte, nous devons connaître et affronter. Alors, ce schéma est intéressant parce que c'est un schéma qui est généralement utilisé pour décrire par jeu de rôle et lien le fonctionnement de nos institutions. Et mon idée première est de voir s'il n'y a pas un acteur qui serait, selon les lieux, privilégié ou en tout cas initiateur ou en tout cas actif, moteur, disons,
plus qu'un autre. Alors, dans le cas de la grande échelle ou des anneaux, il me semble que c'est pour ça que je l'ai poché en gris, que ce sont les experts qui pourraient être au cœur du système de gouvernance à mettre en place. Alors je vais donner tout de suite un exemple pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. Vous avez entendu parler certainement de la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou du barrage de Sivens. Prenons l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on parlera du barrage après. Vous savez que Nantes a un projet de deuxième aéroport au nord, dans une zone écologiquement ou agriculturellement, non, qu'est-ce que je dis, agriculturellement, je sais pas, non, on ne doit pas dire comme ça, en tout cas, un espace agricole de grande qualité, et que ce projet ne se fait pas politiquement facilement. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une opposition très forte, d'un point de vue des citoyens notamment, voire politique, sur ce projet-là. Or, c'est bien un projet d'infrastructure. C'est bien, on est bien le lien entre différentes matrices, par exemple Nantes et Rennes, Nantes et Paris, Nantes et une ville européenne. Donc il s'agit bien d'une question de légitimité démocratique et donc de gouvernance de cet équipement infrastructurel. Donc moi j'appelle anneau dans mon formalisme à moi. Dans les trois acteurs qui sont là, on connaît le rôle de chacun. Les experts pensent ou font penser aux politiques la nécessité de ce deuxième aéroport pour le développement économique de Nantes et la métropole de Nantes, et peut-être plus. Les citoyens, ou une partie des citoyens, sont opposés à ce projet-là pour des raisons écologiques et de cadre de vie. Et les politiques ne savent pas sur quel pied danser. Doit-on écouter les experts et suivre leur avis, ou doit-on au contraire donner satisfaction aux citoyens? J'allais dire aveuglement ou démagogie. Entre les deux, les politiques balancent, le cœur des politiques balance. D'ailleurs, aucune décision n'est prise. Vous savez que de nombreux projets comme ça sont complètement ce qu'on appelle des sous-marins, des monstres marins, qui ressurgissent de temps en temps, comme le monstre de Loch Ness. Je pense à l'extension du boulevard intercommunal à Paris, le boulevard intercommunal parisien, le BIP. Je crois que ça fait 70 ans que son extension, sa prolongation, sa clôturation est dans les tuyaux, depuis les années 30, je crois. Bref, notre question à nous, c'est, d'un point de vue démocratique, mais d'un point de vue opérationnel, comment prendre la question, par exemple, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'allais dire d'abord d'un point de vue écologique. Je repose la question différemment. Le projet de l'aéroport de Nantes est-il un projet de nature écologique? Alors on voit bien que déjà, ça n'est pas son architecture qui est en cause. Ça n'est pas parce que vous mettez un toit vert sur l'aéroport ou que vous mettez des éoliennes que cet aéroport, que la question écologique est relevée. On voit bien que c'est à un niveau bien supérieur que ça se passe. C'est déjà un des propos de mon cours. Je vais poser un peu la question un peu différemment. Cet aéroport est-il nécessairement anti-écologique? Ou l'idée de cet aéroport est-il nécessairement anti-écologique? C'est-à-dire, doit-on s'y opposer par principe écologique? C'est bien la question que pose Hans Jonas, c'est le principe responsabilité. Doit-on, au nom de la responsabilité humaine, s'opposer au développement des infrastructures, notamment de transport ou économique, de notre territoire? Et si oui, sur quel principe? Mon propos va être de dire que, et c'est un paradoxe peut-être pour quelqu'un qui enseigne l'écologie à des architectes, c'est que la réponse est pour moi non.
ça n'est pas un projet nécessairement anti-écologique. Je dis bien nécessairement, ça ne veut pas dire que c'est un projet écologique, ça veut dire que ça n'est pas forcément un projet anti-écologique. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'à cette échelle-là, je crois que les acteurs principaux doivent être les experts. Je dis bien doivent être les experts. Et ils ne doivent pas l'être par principe ontologique, mais ils doivent l'être parce que ce sont les seuls à pouvoir, à cette échelle-là, véritablement affronter les questions. Et j'ajoute corollairement et rapidement, à condition qu'ils en aient la légitimité démocratique. Je vais prendre un autre exemple pour démontrer ça, enfin pour illustrer ce propos, non pas le démontrer mais l'illustrer, la question du climat et du GIEC. Pourquoi devrait-on penser que les experts qui conseillent les édiles politiques de Nantes sont des experts à la solde des oligarchies économiques de la région, alors que nous faisons toute confiance aux experts du GIEC pour démontrer que la question du climat est une question qui doit être primordiale d'une part, et qui doit même, pour lequel l'investissement doit parfois être, dans certains pays, prééminent à des questions de démographie ou d'alimentation, ou de qualité de l'eau. C'est quand même un paradoxe. Dans un cas, tout contestataire du GIEC serait immédiatement considéré comme un paria. Dans l'autre, tout soutien des experts de l'aéroport de Nantes devrait être considéré comme un salaud, pour faire court. C'est quand même assez paradoxal. C'est pour ça que je crois que nous ne pouvons pas faire démocratiquement deux poids, deux mesures. Soit nous pensons que nos politiques sont la justification du pouvoir des experts, du pouvoir de proposition des experts, et à ce moment-là, ce sont les acteurs qui sont initiateurs des solutions, soit nous ne leur faisons pas confiance. Mais à ce moment-là, la question, c'est dans quel régime, dans quel système de gouvernance sommes-nous? Un système dont j'ignore le nom moi-même. Sinon, à quoi bon participer aux élections? Et on voit bien que cette question est vraiment posée, eu égard au taux de participation à la dernière élection française. Ce qui veut dire que le regard que nous devons porter sur des phénomènes comme par exemple les indignés en Espagne, ou le peuple grec, ou même le printemps arabe, est une question qui est d'une part très générale et qui pose, comme chacun le sait, des questions de démocratie, mais aussi qui est une question que nous, en tant qu'architectes, devons nous poser pour essayer de voir dans quelle mesure, si on s'intéresse à l'écologie, quelle est notre légitimité et comment peut-on fonctionner à partir de ce principe de responsabilité décrit par Hans Jonas. En effet, nous ne sommes plus à l'ère des Grecs, où la philosophie d'Aristote et de Platon et l'autonomie de ces cités nous permettent de répondre à cette question, mais bien à une ère, l'ère de la globalisation et du chaos, où chaque décision interagit selon des échelles différentes, mais aussi des entités différentes, immédiatement sur d'autres paramètres. Et cette responsabilité, il s'agit bien, pas uniquement d'une responsabilité qui nous concerne nous, mais qui concerne les générations futures. Donc c'est une responsabilité qui est importante et qui pose des questions de désynchronisation, d'une part temporelle, donc avec les générations futures, mais aussi de désynchronisation avec les acteurs qui sont là, donc des questions importantes. Hans Jonas a parlé, pour affronter cette question, d'heuristique de la peur, c'est-à-dire en fait de dialectique fondée sur la peur, qui serait selon lui moteur pour affronter ces questions.
Bon, il a écrit ce livre dans les années 70, hein, Principe responsabilité. Peut-être que dans les années 70, on était à une période d'alerte écologique et que c'était la bonne solution. Aujourd'hui, nous savons que la solution est probablement dans une dialectique entre responsabilité et précaution. Et nous savons aussi que la politique du renoncement, l'éthique, du renoncement paraît difficile à fonder uniquement nos réponses eu égard à la question de la démographie et de l'alimentation, par exemple. Le bon exemple de ça, c'est, je vais citer la communauté Amish aux États-Unis. Vous savez que c'est une communauté qui refuse l'idée du progrès, en tout cas d'un certain progrès technologique, avec deux conséquences. La première, une autonomisation extrêmement importante, qui fait que vont-ils, j'allais dire, tenir longtemps le coup comme ça. D'un point de vue écologique, ça paraît peu probable. Il suffit qu'une communauté soit non loin d'une centrale nucléaire et en cas d'accident, cette autonomisation en 24 heures se retrouve totalement par terre. Mais inversement, quand on sait que il y a des Américains qui ne sont pas Amish et qui viennent s'alimenter, enfin, comment dirais-je, faire leur marché chez eux, parce qu'ils sont face à une alimentation qui pose d'énormes problèmes sanitaires, eh bien, nous voyons que c'est en partie une réponse possible. Donc la question, c'est le degré d'autonomie et d'interdépendance qui, semble-t-il, est la solution à grande échelle, enfin le fondement de la question à grande échelle. Et cette double dialectique, à mon avis, est difficile à appréhender dans ses solutions au niveau des citoyens et également au niveau des politiques dont sont issus les citoyens. Alors je mets de côté les purs technocrates, mais en tout cas sous nos cieux, ils ont rarement une formation scientifique pour affronter ces questions. Donc, il me semble que les experts, que nous devons faire confiance aux experts pour, à l'échelle des infrastructures, trouver des solutions. Évidemment, avec une légitimité démocratique. C'est-à-dire, et là il y a quelque chose à inventer, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la légitimité d'un expert? Est-ce l'imprimatur universitaire? Est-ce une remise en question en permanence? Est-ce le nombre de publications que cet expert peut faire paraître? Là, c'est un autre débat. Ce qui ne veut pas dire que les solutions soient laissées entièrement aux mains des experts, bien entendu. Je ne dis pas que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes doit se faire en l'état demain matin. Notamment, cette controverse qui a eu lieu par les citoyens, et malgré le fait qu'elle soit peu relayée par les politiques, a permis déjà, de poser la question de la légitimité de l'idée, mais deux, et probablement, risque de très fortement infléchir le projet dans un sens qui pourrait sembler écologiquement plus intéressant. Et là, l'exemple du barrage de Sivens, sans connaître tous les tenants et les aboutissants de ce projet, me paraît relativement emblématique. Voilà bien un projet initié par des experts ou par des opérateurs, que sont les agriculteurs, relayé fortement par les politiques, constaté plutôt qu'imposé, constaté par les citoyens au moment de la destruction de la forêt sur lequel devait s'implanter ce barrage. Et il est question au jour d'aujourd'hui, au jour où je parle, de revoir assez profondément les formes de ce projet. On voit bien donc que c'est un projet qui a été initié par des experts, relayé par des politiques et réinterrogé, comme on dit, par des citoyens.
peut-être que c'est une solution qui est intéressante s'agissant des infrastructures du territoire. Notamment, je terminerai là-dessus, notamment ce phénomène renforce la co-responsabilité de tous les acteurs dans le projet final, premièrement, et deuxièmement, à cette échelle-là, permet de faire fonctionner ce projet, ce métabolisme général, ce projet général qui consiste à faire vivre simultanément l'homme et la biosphère dans une plus grande harmonie. Alors, si je continue sur le même modèle d'analyse, sur le lieu que j'ai appelé plugin, et voir quels seraient les acteurs qui seraient moteurs et quels seraient les principes qui pourraient fonder une plus grande efficience écologique et une plus grande démocratie, liberté, dans cet lieu-là. Alors là, de manière un petit peu opportune, je dirais que c'est un autre acteur qui peut être moteur, qui serait le politique. Et je vais essayer de l'illustrer à défaut de le démontrer. Alors, rappelons les caractéristiques de ce lieu. C'est un lieu qui commence à être dense, voire très dense. Donc, ce qui n'était pas le cas de l'Umland. Donc, cette densité pose des questions, exacerbe la question de la légitimité et du partage du monde, s'agissant des hommes. Deuxièmement, comme on l'a vu, c'est un lieu qui est complexe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 3D, en dessous, au-dessus, à niveau, des infrastructures qui, par leur hypercongestion, s'entrelacent de manière très complexe. Voyez par exemple ce qu'ont fait au XIXe siècle les gares quand on a tenté de les amener au centre-ville à Paris. La césure d'un quartier comme le 18e arrondissement par la gare du Nord et la gare de l'Est, et notamment son faisceau ferroviaire, et le temps qu'il faut pour suturer ces territoires par des passerelles, par des ponts, montre que ces lieux-là de connexion des matrices posent des questions très particulières liées à la densité des infrastructures et notamment de l'innovation technologique qui les fait en plus évoluer assez rapidement. Alors, nous pouvons dire assez classiquement qu'il y a un principe sur lequel nous pouvons réfléchir sur la gouvernance de ce lieu, c'est le principe de subsidiarité, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un principe européen de gouvernance, qui est grosso modo de dire laissons à la bonne échelle la décision politique, laissons à la bonne échelle la décision politique. C'est-à-dire ne décidons pas tout là-haut de ce qui doit se faire en bas si cette décision peut être prise en bas dans la mesure où ça n'a de conséquences qu'en bas. Voilà. Grosso modo, ça veut dire si une décision doit être prise au niveau local, inutile de la prendre au niveau global. Alors, ce principe de subsidiarité, lui, pourrait s'appliquer, puisque nous rentrons là dans une spécificité locale, celle de cette connexion à la matrice, qui ne requiert pas nécessairement d'approche plus globale que cela. Et nous pourrions dire que l'acteur probablement le mieux placé est le politique. Pourquoi ? Parce que le principe sur lequel nous pourrions nous fonder est le principe de concertation, dont le politique serait le garant. Alors, précédemment, j'avais parlé du principe de responsabilité. Maintenant, je voudrais dire qu'il me semble que c'est la concertation qui pourrait asseoir, enfin qui pourrait être garant de la meilleure efficience possible de l'écologie de ce lieu, à la condition que les politiques en soient garants.
Je vais donner un exemple. L'exemple, et je le montrerai au dernier cours avec un exemple concret, l'exemple du Grand Paris. Alors, le Grand Paris, comme vous le savez, nous sommes vraiment dans ce lieu-là. Et la question du métro du Grand Paris, le Grand Paris Express, se pose d'une part comme une infrastructure de proximité de la métropole, et d'autre part en tant que gouvernance, que question de gouvernance. C'est-à-dire, grosso modo, soit comme pour Notre-Dame-des-Landes, je dis, ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées qui disent le métro passera là, passera de cette manière-là, et personne ne moufte. Soit l'autre extrême est faut-il faire un métro, et à ce compte-là, en général, les choses ne bougent pas. J'ai donné l'exemple du boulevard intercommunal de Paris, qui est régulièrement, qui achoppe régulièrement sur des oppositions locales très fortes. Alors, c'est là où les politiques pourraient véritablement jouer leur rôle de médiateurs, des acteurs de la concertation, en disant, voilà, d'une part, en se tournant vers les experts, en leur disant, ce métro est-il nécessaire? Et les experts disent oui, pour décongestionner la métropole. Les experts économiques, non, c'est trop cher, à ce moment il faut trouver telle ou telle solution, aérien plutôt que souterrain, ce genre de choses. Mais en même temps, pourrait interroger les citoyens, qui sont quand même les premiers concernés, du fait de l'élévation de la densité. Quand il y a 3 plans qu'un, je dirais, l'autoroute elle passe quand même. Quand il commence à y avoir des densités de 1000 à 2000 habitants au kilomètre carré, eh bien les infrastructures ont un réel impact. Songez à l'impact d'un métro aérien sur un tissu urbain dont la densité est non seulement relativement élevée, mais continue à s'élever. Et donc il me semble que ce sont les politiques qui doivent jouer leur rôle. À l'heure actuelle, pour moi, la façon dont les politiques fonctionnent est souvent sous forme de test. Alors, ils fonctionnent selon ce modèle-là, mais souvent sous forme de test. Alors on teste une idée, lâchée comme ça, faussement dans la nature. On voit comment ça réagit. Et si l'idée est électoralement favorable, les politiques l'appuient. Si elle ne remporte pas, à coup de sondage, l'imprimatur de la volonté populaire, eh bien, on laisse tomber. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Je pense que c'est un système qui fonctionne pas très bien, notamment pour résoudre des questions écologiques. On le voit avec la circulation alternée, où là aussi, les écologistes, même parfois au sein d'un même parti, sont pour et contre une solution de ce type-là. Ceux qui sont pour la circulation alternée sont des gens qui font confiance majoritairement aux experts pour dire que l'air arrive à un taux de saturation qui pose des questions sanitaires, et ceux qui sont contre la circulation alternée disent il ne faut pas embêter les gens, ou économiquement c'est une solution qui nous retire un point de PIB. On voit bien que dans les deux cas, le système est peu satisfaisant. Donc la question, c'est comment améliorer le système. Je crois que la réponse n'est pas à l'échelle de ce lieu, mais à l'échelle de ce que je suis en train de décrire plus généralement, à l'échelle d'un anneau. Et donc, pour apporter cette réponse, nous y reviendrons un petit peu plus tard. En tout cas, je crois qu'il faut conclure la question de la gouvernance à cette échelle pour dire que je pense que pour nous, les architectes et peut-être même les urbanistes, ce qui va changer, c'est que nous parlerons moins de projets que de processus. De la même manière que je pense que nous parlerons moins d'œuvres que d'actions collectives, que nous parlerons donc moins de maîtrise d'œuvre que d'acteurs de médiation, eh bien, là, nous parlerons plus de processus de concertation, d'aide
au processus de concertation en tant qu'architecte, plutôt que d'œuvres livrées en tant qu'elles-mêmes. Or, nous constatons que, quel que soit le lieu, très souvent, les projets architecturaux, et parfois urbains, sont imposés comme des œuvres. La seule légitimité que les politiques peuvent donner à ces projets, c'est le nom de l'architecte. Si c'est une star, c'est donc un projet légitime, forcément intelligent, et je pense que ça n'est pas la bonne solution. Si en revanche un architecte peut être un acteur de cette concertation et un concepteur de ce processus, nous sommes là dans des solutions qui sont plus intéressantes. Je parlais de cet architecte Wang Shu qui arrive à concilier la récupération de matériaux issus de la destruction du patrimoine chinois pour bâtir une œuvre. C'est un architecte qui a réussi le double pari. 1, de faire une œuvre extrêmement intéressante d'un point de vue culturel. 2, de s'inscrire dans un process écologique et décisionnel tout à fait intéressant. Il faut s'intéresser aussi à ces projets d'urbanisme, notamment de cette rue à Hangzhou, pour lequel il a lancé tout un processus de concertation avec les commerçants et les habitants pour en faire une œuvre qui certes est moins graphique que ces bâtiments, mais qui est au moins aussi intéressante à titre d'exemple. Nous sommes donc dans une gouvernance, à ce titre-là, je dirais, négociée au sens social et politique du terme. Voyons maintenant le troisième lieu, qui est le lieu de la matrice, pour voir si, là, les principes de gouvernance ne seraient pas différents. Et là encore, tout à fait opportunément, le fameux schéma des trois acteurs de la gouvernance pourrait peut-être nous aider, peut-être de manière un peu caricaturale, mais en tout cas qui nous permet d'essayer de tenter de comprendre les choses, et surtout de comprendre des choses qui n'existent pas encore, comment elles pourraient s'élaborer. Et là, il me semble, nous allons parler d'abord de la nature même de ces matrices. J'en ai parlé déjà un petit peu, je le rappelle. L'hyperdensité, premièrement, c'est-à-dire beaucoup de gens dans un espace restreint, avec des formes différentes. J'ai parlé de Naples, mais si on parle de Hong Kong, on sent bien que les formes de l'hyperdensité sont totalement différentes, quand bien même le chiffre est le même. Deuxièmement, un jeu de liens hyper dense lui aussi. Ça n'est pas uniquement la présence humaine qui compte, mais aussi les liens entre eux. L'exemple, c'est une copropriété. Vous avez dans un immeuble parfois 30 copropriétaires différentes qui ont des liens et des rapports entre eux, y compris de gouvernance, il s'agit de prendre des décisions, et des rapports humains tout simplement, également, qui forment une sorte de densité, un canevas extrêmement dense, dans lequel on ne peut pas taper comme ça, juste, et pour voir ce que ça donne au hasard. Les politiques ne peuvent pas tester une idée comme ça, juste pour voir comment elle réagit. Vous avez aussi, paradoxalement, des infrastructures qui, elles, sont beaucoup plus consolidées que dans les deux autres espaces. Par exemple, les égouts, vous ne changez pas les égouts de Paris en une génération au prétexte de l'innovation technologique. Vous ne changez pas Venise parce que la fibre optique est apparue. Et donc vous avez une sorte de paradoxe qui est, d'une part, des infrastructures extrêmement figées, quasiment séculaires, et d'autre part, des jeux, des liens entre citoyens extrêmement denses, et alors eux qui agissent, qui se modifient à une vitesse extrêmement élevée. La vente d'un appartement, l'allongement de la durée de vie, l'accélération de la vie, la tolérance vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes. Je parlais aussi de violence. Là, on voit bien qu'on a un aspect vibrillonnant qui est à l'opposé d'un formalisme qui, lui, est beaucoup plus solidifié. Par ailleurs, cette matrice obéit à des changements économiques, des variations économiques très rapides, finalement peut-être de plus en plus rapides. Croissance, décroissance,
fréquence des crises économiques font que ce tissu évolue à une vitesse extrêmement rapide. Quand vous regardez le Londres que moi j'ai connu quand j'avais votre âge des années 70, et vous regardez le Londres d'aujourd'hui, on voit bien qu'il est complètement différent en une génération. Et donc, les principes qui s'appliquaient d'expertocratie, j'allais dire, pour les infrastructures de Loomland et de concertation pour le plugin, là, risquent d'être assez différents. Et je voudrais là me référer à un des rares exemples que nous connaissons actuels, j'en ai parlé, c'est de la ville de Détroit, de Detroit aux États-Unis, qui est une sorte de laboratoire de la désindustrialisation, mais aussi de la vie sociale post-industrielle, si je puis dire, néanmoins qui reste au sein d'une ville relativement dense. Alors là, je crois que la notion qui est intéressante à connaître, qui est une notion qui commence à émerger dans les études urbaines, est la notion de résilience. La résilience, c'est scientifiquement, c'était la capacité à résister à un choc, soit à retrouver son comportement ou sa forme précédente, soit à muter en garantissant un métabolisme, la conservation du métabolisme, même sous des formes différentes. Et donc la question là est, au contraire de la ville fantôme, c'est comment la ville peut muter avec ces coups de boutoir réguliers que sont des crises économiques, des crises écologiques, des crises démographiques, des guerres. Voilà. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue écologique, on ne pourra pas toujours faire comme les Américains. Vous savez qu'on disait souvent les Américains ne résolvent pas un problème, ils le laissent derrière eux. Alors d'un point de vue écologique, ça allait juste tant qu'ils avaient une frontière à repousser, mais quand la frontière n'est plus repoussable, sauf chez les voisins, la solution n'est pas là. Et donc il s'agit bien de gérer un patrimoine d'une manière différente. Et là, cette résilience en général, la meilleure manière de la concevoir et de la produire, c'est fondé sur la nature même de cette matrice. Par exemple, son caractère fractal. Vous savez, les fractales, c'est la démultiplication d'une figure à toute échelle, qui fait que finalement, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde les choses, eh bien, elles ont la même forme. C'est finalement le contraire de l'autonomie, c'est au contraire l'hyperdépendance avec le milieu extérieur. La résilience, c'est aussi la capacité à muter en permanence. La résilience, ça peut être aussi une forme d'intelligence collective. Les réseaux sociaux sont là pour en attester. C'est-à-dire, on dit souvent que une bonne idée émerge dans le monde à 1000 endroits différents au même moment. Et donc, cette intelligence collective, nous pourrions dire que cet amphithéâtre est une intelligence collective s'il y avait plus d'interaction entre vous et moi, et qui permettrait cette capacité de résilience et donc de mutation quasiment permanente par rapport au changement de situation dans lequel on se trouve. Je voudrais citer là un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, qui dit « Tout homme a les principes de la chose qu'il possède ». Je dirais là, toute matrice a les principes de la nature même qu'elle présente. Première conséquence, c'est que chaque ville étant différente, chaque ville ayant une vocation différente, eh bien, il s'agit donc pour nous d'étudier ce qu'est la nature profonde de cette matrice, à la fois sa nature générique, mais aussi sa nature spécifique, c'est-à-dire quelle couleur elle a. Venise n'a pas la même identité ou vocation que New York, bien entendu.
et donc pas la même forme de résilience imaginable pour faire face aux questions écologiques. Alors là, il me semble que ce sont les citoyens qui sont les mieux placés, qui sont les acteurs les mieux placés pour former cette intelligence collective, cette résilience, par, j'allais dire, la multiplication de leurs liens et donc dans leurs actions. J'ai présenté au cours cycle une petite expérience que j'avais fait faire à mes étudiants sur l'étude de 3 maisons et un centre de réinsertion de jeunes en difficulté en banlieue, mais nous pourrions généraliser l'étude en montrant qu'au sein même d'une copropriété, toute action serait potentiellement de nature à répondre à cette question écologique. Par exemple, je vais en donner une, le tarif jour-nuit d'EDF est une réponse collective à cause du nombre de foyers qu'EDF dessert à la question de l'économie d'énergie. Les envies de chaque citoyen d'avoir un balcon fleuri est une réponse collective à la biodiversité de la matrice. Et nous pouvons imaginer comme ceci 1000 actions différentes qui pourraient être une réponse bien plus efficiente que de contraindre chaque ville à adopter le même système d'énergie ou un système d'énergie massif. Alors évidemment, il y a quand même des limites à ça, notamment sur des questions d'assainissement, mais on voit bien que le tri sélectif a été une réponse aussi, j'allais dire, de nature fractale et collective à une question écologique déportée par rapport au lieu du tri. Je dirais que là, nous pourrions nous acheminer vers un système de gouvernance d'une part spontané, mais d'autre part que j'ai appelé jurisprudentiel, si je puis dire, c'est-à-dire l'addition d'expériences, de retour sur expérience, d'usage, de micro-usage, comme c'était à une certaine époque, par l'expérimentation, la ville médiévale, par exemple, utilisait certaines solutions et en abandonnait d'autres pour sa défense, pour son assainissement, pour son alimentation, en énergie, en nourriture. Voilà, et au fur et à mesure de l'expérience. Nous pourrions éventuellement, plutôt que la planification, à l'opposé de la planification, utiliser cette capacité d'intelligence collective. Nous aurions donc une matrice qui serait fondée sur des récits culturels de ces expériences-là, et elle retrouve là sa nature même d'espace culturel, et j'allais dire hyper-culturel, enfin d'hyper-densité culturelle, sa profonde raison d'être de ville, de métropole, par cette forme d'écologie sociale, si on peut dire. Je pense que là, celui qui a le mieux formulé, en des termes les plus simples, ce que je viens de vous dire, beaucoup mieux que moi, est Murray Bookchin, dont j'ai parlé à un cours précédent, dont on dit que c'est le père de l'écologie sociale américaine. Alors, comment finalement je crois que la meilleure image est celle-là, ou peut-être celle-là, voilà. Comment finalement ces trois lieux pourraient fonctionner ensemble, ou plutôt ces trois systèmes de gouvernance pourraient être la réponse d'un point de vue écologique à l'échelle européenne. C'est ce qui nous reste à explorer, mais on peut dire déjà que ce que ça met en évidence, c'est l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en termes de gouvernance sur toutes ces couches sur lesquelles nous sommes assis. Songeons que pour un petit projet local en France, nous pouvons avoir jusqu'à 7 niveaux d'interaction politique. Un projet peut être financé par l'Europe, par le gouvernement français, par l'État français, pardon, par la région, par le département,
par la commune, par un investissement privé aussi, ou associatif. Et on voit bien que tous ces acteurs qui participent du financement de ces projets interagissent de manière parfois extrêmement paralysante. J'ai parlé de Notre-Dame-des-Landes, mais n'importe quel petit projet peut être totalement bloqué par des divergences d'enjeux qui sont par nature liées à la multiplicité et la forme de ces niveaux de gouvernance. Et donc l'intérêt d'avoir uniquement 3 niveaux de gouvernance est de reposer la question de la politique, mais au sens le plus noble, le plus formel du terme. Ce que ça montre aussi, c'est simultanément l'interdépendance entre toutes ces entités et en même temps la recherche de l'autonomie. C'est une question qui est régulièrement posée en termes d'écologie. Dois-je isoler mon bâtiment ou au contraire l'hyperconnecter sur le réseau pour avoir une efficience écologique maximum? C'est une question, une dialectique en permanence qui revient en permanence. La question aussi que ça soulève, c'est la question de la gouvernance mondiale, qui est une question qui évidemment dépasse bien entendu le cadre de notre propos, mais qui est une question qui redevient d'actualité pour des raisons écologiques. Vous savez que l'après-guerre a vu la création de l'ONU et puis de l'UNESCO, après la Société des Nations, qui était donc une tentative de formalisation de gouvernance mondiale, en quelque sorte, partielle, mais quand même à l'échelle mondiale, qui est un petit peu tombée en déshérence, pas en déshérence, mais qui a été, dont l'impuissance s'est révélée notamment autour de conflits récents. Et la question du climat la repose régulièrement à chaque grand des rendez-vous liés à l'environnement. 2015, en France, la question du climat et de la biodiversité. Nous verrons ce que ça donne par rapport à Copenhague. L'intérêt de cette formalisation, c'est de dire peut-être qu'il peut exister quand même, il peut subsister quand même différentes gouvernances, sous-ensembles de gouvernance mondiale, notamment si on se réfère à la décomposition que Descola a donnée en 4 classes qui sont fondées sur 4 groupes de cultures différentes, ou théologies différentes, groupes de théologies différents. Peut-être que là, il y a une piste à explorer sur la cohabitation entre des gouvernances à l'échelle mondiale, mais au pluriel, peut-être continentale ou sous-continentale par exemple. C'est ce qui se passe d'un point de vue économique avec par exemple la construction européenne ou même la coopération de pays asiatiques ou américaine. Ça se passe d'un point de vue économique, mais d'un point de vue écologique, on pourrait envisager le même type de démarche. Je pense que par exemple un continent africain en serait bénéficiaire d'une l'initiation d'une tentative de ce genre. Des questions aussi pourraient être résolues qui bloquent le fonctionnement de nos institutions et qui nous bloquent de toute façon en termes de fonctionnement sur des grands projets d'infrastructure que j'ai cités, qui permettraient d'y voir un peu plus clair entre la nécessité, par exemple, je dis bien la question de la nécessité, je ne dis pas que qu'il faut le faire, je dis la question qui peut être posée par exemple de la ligne Lyon-Turin, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, par rapport à des grands projets d'investissement comme Europa City dans le Val d'Oise, qui sont des grands investissements à caractère strictement économique, donc au service d'intérêts partiels. Ça veut dire que l'IRE collective ou citoyenne pourrait être différente selon les projets. La nature des projets, sont-ce des projets qui servent uniquement des intérêts particuliers ou au contraire des projets beaucoup plus généraux. C'est donc toutes ces questions, toute la dimension conflictuelle de cette gouvernance qui pourrait être réinterrogée utilement par la question écologique
plutôt que de sembler amener à des problèmes supplémentaires, l'éternelle opposition entre l'augmentation de la croissance et les nécessités écologiques. Et ce sont ces challenges que l'avenir nous réserve. Ce qui sera l'objet de mon prochain cours, naturellement dédié à la prospective.